Alors, quand vous arrivez là, bonjour. Votre micro est coupé, mais vous pouvez évidemment l'ouvrir. En bas à gauche, vous avez le petit bouton pour activer le micro. On va attendre quelques minutes que tout le monde arrive pour pouvoir démarrer cette début de soirée tous ensemble. Donc, on est une petite vingtaine déjà. Je vais 5 minutes avant le démarrage. Bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez? Oui, ton son est là. Parfait, j'ai changé d'ordinateur. On vous entend et on vous voit très bien. Ouais. Juste attends. Par contre, Martin, si tu C'est pourras parfait, oui, on a partager, encore quelques minutes. Oui. au moment du planning, si tu pouvais toi partager, parce que comme j'ai changé d'ordinateur, j'ai pas le PowerPoint. Pas de problème, ouais, ça va, je m'en ai prêt. Et voilà Marine qui arrive. Oui, bonjour. C'est Hello. possible que je doive quitter rapidement parce que je vais accueillir encore une dame qui arrive à la maison communale. Hein. Mais je suis là. Parfait. Super, je vois qu'il y a encore des gens qui arrivent. Donc voilà, pour ceux qui arrivent maintenant, on va attendre encore quelques minutes que tout le monde arrive. Il y a déjà certains élus qui sont là, il y a pas mal d'habitants qui sont là et on va démarrer d'ici quelques minutes à 19h pour introduire cette soirée qui porte donc sur le réaménagement de la maison communale de Dorghem. Et alors, si vous voulez, dans les petites minutes qu'on a encore avant de commencer, tester si votre micro fonctionne bien, vous pouvez dire un bonjour à tout le monde. Ça remet un peu de convivialité dans ces espaces tellement distants avec ces ordinateurs. Allez, je commence. Chez moi, ça fonctionne. Ah. On l'a déjà testé. Voilà, j'ai mis mes écouteurs. Quelqu'un d'autre a envie de tester, je vois, ouais. Bonsoir, ça fonctionne? Donc nous sommes à la Oui, commune. très bien, on vous entend très bien. Et on a encore une autre madame qui vient de se rajouter. Bonjour, bonjour. Quelle nouvelle? Ça va? Donc nous avons Xavier Rixon. Ah ben voilà. Simplement, on va vous renommer parce que ça, c'est pas vous. Ah, monsieur Roland. Wow. Voilà. Ah ouais, je propose aussi. Roland. C'est monsieur Gossin. Oui, c'est Ouais. lui qui a besoin. Vous le connaissez. Magique. Hein. Donc voilà, ça fonctionne Qui parfaitement. ne connaît pas Roland? Voilà. Ah, Mais Roland suit la réunion depuis le bureau de l'environnement. voilà, ben oui, je vois à tout ton fouillis que c'est ton bureau, Marine. C'est même pas mon bureau, mais chez moi, c'est le même fouillis. Si vous avez le moindre problème, c'est la salle du collège, ça va? Ça va? Ah, bonjour madame. Ça va, donc tout le monde prend place, que ce soit chez lui ou au collège. Est-ce qu'on sait si on a un représentant par quartier? Parce que c'est ça qu'on avait demandé. On avait demandé... Enfin, qu'on avait demandé, qu'on avait suggéré, qu'on aurait bien espéré. Un Eh au bien, moins, je veux peut-être dire, on en a peut-être 5 d'un quartier et pas de certains autres quartiers. Après, c'est pas très grave pour cet exercice-ci, mais c'est quand même sympa. On peut peut-être faire un mini tour là, pour tous les participants qui sont là, si vous voulez juste ouvrir votre micro et dire peut-être de quel quartier vous venez. Ok, moi je veux bien commencer. Je suis du quartier Enrard. Bienvenue. Quartier en rare. Eh bien, moi, c'est Daniel Boom, Parc de Steenreuken. Magnifique. Bonsoir Roland. Bonsoir. Bah, j'y vais du coup. Moi, c'est Guillaume, quartier Sainte-Anne. Allez, Je sais ça pas fait si déjà... Bon, voilà. Non, ça fait 3 quartiers différents, c'est super. Bonjour, moi, c'est... c'est... Ouais, vas-y.
Bonjour Vincent. Moi, c'est le quartier de l'avenue des Beignets et environ. Cliquez juste sur Les désactiver pêcheries. le son. d'accord. Pêcherie, oui. Ah, et voilà ma petite madame. D'habitude, elle va dans mon bureau. Aujourd'hui, elle est dans le bureau de Marine, je pense. Maria qui Non, Maria est dans le bureau de Quentin. Ah, dans le bureau de Quentin. Tiens, Je crois c'est- tous les bureaux. D'habitude, c'est moins rangé. C'est le contraire. Donc, vous voyez, madame, désactivez le son, Tu vois bien qu'il n'y a pas de bordel, hein, Sophie. activez le son et ça fonctionne, ça va? Donc, si maintenant on vous demande de le désactiver, il suffit de cliquer là-dessus, d'accord? D'accord, merci. Voilà, et s'il y a le moindre problème, Sophie et moi, on est dans la salle du collège juste à côté. Pas de souci, Ça merci, va? oui. Bonne réunion, à tout de suite. hein. À tout de suite. Alors, je dis à monsieur le bourgmestre, c'est bien. ça. Bonjour, ça va? Ça va, monsieur le bourgmestre, ça va. Vous êtes dans quel L'éduqué- quartier? Oui, voilà, pardon. Moi, je suis au Transvaal. Super. Sophie, tu es à contre-jour, tu es toute noire. Ah, On ne te voit pas. mais j'ai dû brancher tous mes fils près de la fenêtre, mais je peux regarder la fenêtre, c'est mieux comme ça? Ah, mais non, Ouais. ça va. Maintenant, ça Voilà. va. Mais donc je regarde, là, on vous voit mieux. Ouais. je regarde Et le on voit paysage, Marine mais dans je, le fond. voilà, mais je suis obligée de rester pas trop loin de toutes mes connexions. J'ai une connexion pour avoir du Wi-Fi et j'ai une connexion pour avoir un chargeur. Donc, on a 5 quartiers pour l'instant. Monsieur Vincent peut peut-être dire son quartier. Voilà, Ah, il a déjà dit, Meunier, oui. Meunier, il a dit. il a dit. Meunier Pêcherie, oui. Alors, est-ce qu'on a d'autres quartiers encore qui sont là? Moi, je suis Neil et je suis de Saint-Julien. Oui, ça fait 6. Bonjour Vincent. Ah, salut. Jean-Claude, ça va? Monsieur Moina? Vous êtes de quel quartier? Mais, bien le dire. On l'entend pas? Son micro est... Ah oui, et monsieur Musinga Moana. Ah ouais, votre micro ne fonctionne pas visiblement. Si vous voulez vous exprimer, et ça ce sera vrai pour tout le monde hein, pour aujourd'hui, on va aussi privilégier la partie dans le chat. Donc si le micro ne fonctionne pas ou si des gens sont en train de parler et que vous voulez interagir, poser des questions, ce sera toujours bienvenu de le faire dans le chat. Donc je ne sais pas si monsieur Moana, vous savez nous écrire un petit mot dans le chat quand même pour nous dire de quel quartier vous venez. Vous voyez, vous avez un onglet en bas, un bouton en bas plus ou moins au milieu de votre fenêtre où il est marqué converser normalement. Eh ben, Avenue c'est de la fait. Houlette. Vous êtes censé pouvoir Avenue de la Houlette, Ah, voilà. super. Ah ben voilà, parfait. Ça, on arrive quand même à communiquer. Il y a monsieur Banoni. Ok, je pense que tout le monde commence à être là. Il y a plusieurs personnes qui n'ont pas donné leur quartier. hein. Rosalinda, monsieur Banoni, madame Cotonnier, MVD. Ah, est-ce que vous c'est voulez nous donner vos quartiers? Avenue de la Houlette. Vous m'entendez? Oui. Cotonnier. Oui, Ah, très bien. bonjour. 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 Oui, bonjour. Pardon, bonjour. Pour moi, donc Michel Van Den, c'est allée d'école, ça, donc c'est le quartier Mélati. Super. On a Hugo qui nous dit qu'il vient de pêcherie Triangle Vert. Ouais. Voilà, Thierry Frère, c'est aussi les pêcheries Triangle Vert, les nouveaux bâtiments à côté de Fiat, l'ancien Fiat, à côté du Tilleul, voilà. Et alors, on a Malika aussi qui nous dit qu'il vient de Champ d'Oiseau Luxor. Ouais. Donc, on commence à avoir entendu, à mon avis. Les Parcs des Princes forestiers, Odile. Ah oui, voilà. Voilà, très bien. Je pense qu'on commence à être tous là. Je me présente, je m'appelle Martin Germaud. Je vais animer cette soirée pour Party Cities. Et je suis très content de voir toutes des nouvelles têtes. Hein. Pour le moment, c'est difficile de rencontrer tellement de gens à la fois. Donc ça crée quand même un peu de convivialité ici. C'est ce soir un peu la première soirée d'une série de 3 soirées, de 3 moments de rencontre qui se déroulent autour de la question du réaménagement de la maison communale de. Je vous présente mon écran. Normalement, vous voyez tous mon écran là. Juste.
me faire un petit pouce en l'air? Ouais, parfait. Super. Et donc aujourd'hui, on va se rendre. Donc, comme je disais, c'est une série de 3 rencontres. Voilà, sur l'implication donc de l'assemblée, de votre assemblée, dans la réflexion sur la rénovation de la maison communale et du CPS. Et donc cette réflexion, cette partie ici va s'étaler sur trois moments. Aujourd'hui, c'est le premier moment de rencontre. Et ces 3 moments vont s'échelonner de la manière suivante. Le premier moment, donc aujourd'hui, ça va vraiment être un moment de compréhension, de comprendre pourquoi ce projet de rénovation existe, qu'est-ce qui est déjà mis en place, qu'est-ce qui est déjà pensé par rapport à ça, quel est un peu le contexte général de ce projet de rénovation. Ensuite, la prochaine rencontre, donc de mercredi prochain, ce sera un peu ce Babel code comme ça entre vous, entre citoyens, pour identifier les besoins et réfléchir qu'est-ce qui pourrait être, comment est-ce que vous pouvez en fait contribuer et qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans votre expertise, quelque part dans votre qualité d'usager finalement de cette maison communale, et aussi du coup de comment la rendre, la créer, l'amener à devenir une véritable maison des habitants de Dorghem. Et enfin, le mercredi 19 mai, il y aura un dernier échange sur ce sujet qui ira plutôt dans un échange avec le personnel communal et de voir vraiment, tiens, par rapport aux idées qui auront émergé à la deuxième séance, quelles sont les choses qui sont possibles, qui sont crédibles par rapport aussi à la réalité finalement du personnel communal. Voilà, donc ça c'est un peu le cadre général de ces rencontres. Et comme je le disais, aujourd'hui, ça va vraiment être, on va vraiment s'arrêter et s'appuyer sur la question de dire, mais pourquoi ce projet existe? Quel est son contexte général? Afin qu'on parte bien tous sur le même niveau de connaissance, quelque part, de ce projet et des perspectives. Alors, je peux juste interrompre une demi-seconde. Bien sûr. Pour le pourquoi, pour la réunion d'aujourd'hui, on en a encore parlé avec les équipes. À mon avis, en 1 heure, on aura compris la réunion, que les gens ne s'inquiètent pas s'ils vont faire. Alors, je me permets aussi, pardon, donc on vient de voir les dates des 3 réunions, et quand je vous ai envoyé, chers membres de l'Assemblée des habitants, le mail lundi, je me suis trompée, j'ai mis que la prochaine était le 26, ce sera bien le 28, donc toutes mes excuses pour la confusion. C'est bien les mercredis. Ouais. C'est ça. Et donc, en fait, comme le dit très bien Sophie De Vos, on a aujourd'hui cette soirée, en fait, on a prévu 2 heures. Une première heure pour pouvoir vraiment poser les questions, comprendre et avoir un peu des insights, vraiment des retours de qu'est-ce qui est déjà mis en place et qu'est-ce qui est pensé pour cet aménagement. Et une seconde heure qui est beaucoup plus libre, dans laquelle on va vous répartir dans des sous-groupes pour avoir un espace plus de convivialité, d'échange, libre à vous évidemment, de discuter du sujet ici ou l'occasion de rencontrer des voisins, des gens qui vivent dans votre commune. Et on va faire des groupes qui sont un peu plus hétérogènes que par quartier. Je pense que vous avez pas mal travaillé par quartier jusque-là. Et ici, l'idée, c'est que vous puissiez vous rencontrer aussi de manière plus entre les différents quartiers. Voilà, donc ça, c'est un peu le programme pour aujourd'hui. Donc, une première heure où on va écouter en fait les différents élus sur quels sont les enjeux qu'eux perçoivent, quelle est la réalité du terrain actuel, avoir des moments de questions-réponses qui vont être intégrés là-dedans, et puis après une deuxième heure plutôt sur un moment d'échange informel entre vous. Voilà un peu pour le programme de la soirée. Et alors pour faire un peu cette partie ici d'échange et de compréhension finalement des enjeux, plutôt que de faire des présentations un peu comme avec un PowerPoint pendant 1 heure qui peuvent être un peu endormantes et de faire des questions-réponses à la fin, on a pensé plutôt le faire fonctionner sur le mode d'interview. Donc moi, je vais poser des questions aux différentes personnes et eux vont répondre un peu et on va avoir un peu un fil comme ça. Et là où vous intervenez, là où vous pouvez tout à fait participer, ça va être dans le chat. Marine, ici présente, va regarder quelles sont les questions qui arrivent dans le chat et nous interrompre, poser les questions quand elles arrivent par rapport au contexte ou par rapport aux questions qui sont posées pour
que ce soit quand même quelque chose d'assez interactif et assez vivant pour tout le monde. Donc, comme je l'avais déjà dit tout à l'heure, mais je le redis maintenant, le chat va vraiment être le moyen ici pour vous de pouvoir vous exprimer, de poser les questions. Et Marine fera donc le porte-parole et est tout à fait disposée à nous interrompre quand on est en train de discuter. Petit message aussi pour vous dire que la soirée ici est filmée, hein, pour pouvoir qu'il y ait un aspect un peu public et qui puisse être partagé. Et donc Kirill, qui est ici à la technique, s'occupe de faire cette chose de l'enregistrement. Et voilà, est-ce que j'ai oublié quelque chose, Marine? Non, je pense qu'on est bien. L'enregistrement, c'est rien de nouveau, hein, on l'a déjà fait pour les deux assemblées des habitants de novembre et de décembre. Alors toujours, évidemment, si vous voulez absolument pas que votre visage apparaisse sur la vidéo, comme d'habitude, vous m'envoyez un petit mail et on s'occupera avec mon collègue Stéphane de la com de vous flouter si nécessaire. Donc bien sûr, juste prévenez-moi par mail, vous avez tous mon email. Hein. Voilà, c'est tout. Parfait. Merci Marine. Du coup, je vais commencer à poser une première question à Monsieur Gozouin, hein, votre bourgmestre que vous connaissez tous, et commencer un peu par cette question peut-être un peu naïve, mais quand même qu'on peut se poser, qui est, mais en fait, dans le fond, pourquoi rénover cette maison communale? D'où vient cette idée? Alors, Monsieur le bourgmestre, il faut allumer votre micro. Ouais. Ouais. D'abord, oui, c'est la difficulté. Hein. D'abord parce que cet immeuble, il a été pensé, conçu, réalisé dans la fin des années 60, c'est-à-dire il y a plus de 60 ans, avec des techniques d'il y a 60 ans, des techniques énergétiques d'il y a 60 ans, et bien entendu sur base de concepts d'organisation de bureaux, de travail, de services à la population. Mais on sait bien que tout ça a changé en 60 ans. Et d'ailleurs, le Covid nous montre aujourd'hui que le travail de bureau est complètement chamboulé avec le télétravail. On voit aussi l'arrivée de l'informatique, de la numérique et de la digitalisation qui fait qu'on peut avoir des services à distance. Donc, en réalité, le concept maison communale ne peut plus être le même, outre le fait que ce bâtiment a vieilli, qu'il doit être rénové, comme n'importe quelle maison particulière. Après 60 ans, il est temps de refaire des toitures, de revoir l'installation électrique, de rafraîchir en profondeur l'immeuble. Donc voilà, c'est un grand chantier, évidemment, parce que c'est un grand immeuble qui inclut aussi le centre culturel d'Oderghem. D'accord, très bien. Et pourquoi le rénover et pas en construire un nouveau? D'abord, pour en construire un nouveau, il faut démolir. Si on veut le construire à cet endroit-là, il faut démolir. Et il faut trouver ailleurs, sur Oderghem, des milliers de mètres carrés disponibles. Il faut trouver des mètres carrés disponibles pour une salle de spectacle, pour le centre culturel, sauf à arrêter pendant quelques années toute activité. Et puis parce que c'est très dérangeant, il est fort probable qu'on va être dans des situations très précaires. Et enfin, c'est sans doute la raison aussi la plus importante, on a fait une étude chiffrée, ça coûte beaucoup plus cher cette option-là, et c'est d'ailleurs pas très environnemental de démolir tout ce qu'on a construit il y a 60 ans. Je sais que c'est une mode chez certains urbanistes architectes, mais je pense qu'environnementalement, on doit retirer le meilleur parti du bâtiment dont on dispose. Bien. Et par rapport à du coup cette rénovation, quel est le sens pour vous d'impliquer les membres de l'ADH ici dans ce processus? Je l'ai dit, à la fois il y a une autre manière de travailler, une autre manière de communiquer, d'échanger des informations, des services avec les habitants, avec la digitalisation notamment. C'est un gros investissement et c'est évidemment maintenant qu'on doit demander aux habitants comment ils voient cette maison communale, qu'est-ce qu'ils attendent comme service, comment ils veulent être reçus. Et toutes ces indications vont être autant de données pour les architectes pour repenser un bâtiment qui soit un bâtiment qui sera fonctionnel pour les années 2020 à 2080. Donc vous voyez, on ne peut pas se tromper, on ne peut pas se gourer. Il faut qu'on puisse anticiper des attentes, parfois non dites encore, non exprimées des habitants. Donc le rôle finalement
du citoyen qui est une forme de client qui vient à la maison communale, qui demande des services les plus divers de toutes sortes. Il est important d'avoir leur écoute, leur regard, leurs attentes. C'est ça, et cette diversité ici, vraiment, l'ADH la représente. Hein. Tout à fait, et donc c'est aussi le but d'essayer d'avoir le panel le plus large d'habitants qui puissent nous dire, quand je viens à la maison communale, voici ce que j'attends et voici ce que je crois qu'on va devoir pouvoir donner comme service dans les années à venir. Et je sais que c'est aussi un travail d'imagination parce que c'est pas facile de penser la maison communale des années de 2030, 2040, 2050. Sachons que quand on lance ce processus aujourd'hui, il ne sera concrétisé que dans 4, 5 ans, 6 ans, peut-être, parce que les procédures sont très longues, marché public, désignation d'architectes, dépôt de permis de construire, construction elle-même, etc., etc. Alors, Monsieur Baudouin, j'ai une question de Ulrich dans le chat qui demande donc, est-ce que le centre culturel sera rénové aussi? Le centre culturel en tant que tel reste opérationnel, mais il y aura, parce que ce sont des bâtiments imbriqués, lorsqu'on refera les façades, lorsqu'on refera les isolations énergétiques, il est évident qu'on devra travailler aussi au bâtiment du centre culturel. Mais il n'est pas prévu à ce stade-ci dans les budgets de revoir par exemple l'organisation des salles. D'abord parce qu'on a déjà fait beaucoup de travaux, il y a toute une série de salles qui ont été reconverties en salles de spectacle, parce que là aussi les attentes ont évolué, et donc à ce stade-ci il n'y a pas de rénovation à proprement parler de l'intérieur du centre culturel d'Oderghem. Les installations techniques sont les installations les plus modernes. Bon, peut-être qu'il faudra renouveler les fauteuils, etc., qui, c'est vrai, datent déjà d'une vingtaine d'années, mais en soi, il n'y aura pas de profond remaniement dans le centre culturel d'Oderghem. Merci Didier Gossoin. Je vais maintenant passer la parole à Chloé. Chloé qui s'occupe des grands projets communaux et peut-être poser la question, mais de dire, mais tiens, de quoi est-ce que les membres de l'ADH peuvent vraiment parler et pourront-ils être vraiment force de proposition dans ce projet-ci? Oui, comme M. Gossoin l'a dit, en fait, en tant que citoyen, et vous avez une certaine expertise en tant qu'usager, vous êtes déjà tous venus pour différentes raisons à la maison communale, que ce soit pour une carte d'identité, une carte de riverain, une demande de permis ou pour organiser un événement, donc une demande d'autorisation. Et donc, on voudrait votre avis, vos idées en termes d'accueil. Donc, on vous rassure, on ne va pas vous demander d'être architecte ni ingénieur, mais voilà, on va vraiment vous demander au cours de ces 3 réunions de répondre à la grande question, c'est qu'est-ce que la commune, le CPS, doit mettre à disposition des habitants pour qu'ils se sentent bien accueillis et conduits vers le service recherché, et de faire en sorte que la maison communale et CPS soit la maison des habitants et que vous vous l'appropriez. Donc voilà, c'est à ce niveau-là. Okay, très bien. Merci Chloé. J'en profite pour passer du coup la parole. Je continue un peu, peut-être pour comprendre un peu, mais tiens, mais quel est le contexte actuel, hein, je poserai cette question à Héloïse Defosset, donc qui est l'échevine de la population, hein, qui connaît bien finalement l'espace de l'accueil de la population au sein de la maison communale. Vous qui connaissez bien les services, du coup, pouvez-vous nous faire un bref rappel des services et comment est-ce qu'ils fonctionnent? Sûr. Alors, vous le savez certainement, l'administration communale est composée de plusieurs services afin de servir et d'accompagner le citoyen dans tout type de démarche. Donc, il y a les services population, comme a dit Chloé, pour la délivrance de permis de conduire, carte d'identité, passeport, les services de l'état civil pour faire sa cohabitation légale, faire sa déclaration de mariage, ou encore déclarer la naissance de son enfant à notre antenne du Chirec. Il y a le service des étrangers pour obtenir un visa, le service de l'urbanisme pour obtenir son permis pour abattre un arbre, pour demander des plans d'un logement en vue d'un achat ou de travaux, par exemple, le service mobilité pour demander sa carte riverain ou contester une amende de stationnement, le service de la régie foncière, le service des animations, il y a le service des sports pour se renseigner sur les offres sportives et accompagner nos clubs sportifs, le service des travaux publics, la culture, de la petite enfance, de l'enseignement, du bien-être animal, de la participation citoyenne, etc., etc.
Et il est vrai qu'à l'heure actuelle, chaque service s'organise de manière un peu autonome, avec ses propres horaires, travaillant certains sur rendez-vous, d'autres sur accès libre, parfois les deux. Et les citoyens ont tendance à se rendre naturellement dans les services population, dans la salle des guichets, comme on l'appelle, qui se situe à l'étage 0 de la maison communale. Et ce sont en général ces services qui renvoient les citoyens vers le bon guichet ou le bon étage. Et selon vous, là, à l'heure actuelle, et peut-être pour les années à venir, quels sont un peu les points forts et les points faibles de l'infrastructure actuelle au niveau de l'accueil? Mais en tous les cas, j'imagine notre nouvelle maison communale avec un véritable desk accueil à l'entrée de la maison communale pour que l'information, justement, vienne de manière active auprès du citoyen et pour éviter que ce soit le citoyen qui doive aller chercher l'information auprès de la première personne venue. Et partant de ce constat, déjà, nous avons installé dernièrement des nouveaux écrans dans les halls d'entrée pour mentionner notamment les horaires d'ouverture, les étages des services, et nous en profitons également pour promouvoir les différentes activités, peu nombreuses en cette période, mais c'est un moyen déjà de faire patienter les citoyens quelques minutes avant qu'ils ne soient reçus. Et depuis 2019 déjà, nous travaillons sur l'optimalisation des services population. Donc nous avons créé un nouvel organigramme, fusionné une partie des services pour travailler sur la multifonctionnalité des agents dans le but de réduire des files d'attente et d'assurer le meilleur accueil possible. Nous avons déjà lancé le ticketing, le système de rendez-vous et certes, ces nouveaux dispositifs ne sont pas encore tout à fait adaptés, mais nous devons constamment, tous les jours, travailler au paramétrage des dispositifs selon aussi les retours des citoyens dans ce souci d'optimaliser nos procédures et l'accueil du public. Alors je continue, je ne suis pas trop longue. Nous avons encore une demi-minute. Allez, ça va. Et donc, je disais justement que notre nouvelle maison communale, en tout cas je l'espère, doit vraiment être axée sur le meilleur accueil possible des citoyens. Et comme je vous l'ai dit, nous n'attendons pas la rénovation de la maison communale pour améliorer nos services, puisque nous avons aussi aménagé des lieux en back-office en créant des espaces pour recevoir les citoyens qui doivent traiter d'un dossier sensible. Mais il est vrai que traiter au guichet permet une meilleure gestion des flux et une rapidité du traitement des demandes. Et c'est pour cela d'ailleurs que nous avons créé un guichet express pour la délivrance rapide de documents. On a déjà installé des bornes digitales aux entrées de la maison communale pour retirer des documents sans devoir attendre l'ouverture des guichets. Et d'autres documents sont disponibles en ligne, parfois gratuitement, car je crois qu'en effet, personne n'aime attendre pour des documents administratifs. Alors je sais que beaucoup rêvent peut-être d'être accueillis dans des locaux individuels, mais voilà, il est toujours bon de savoir que rien que pour les services population, en tous les cas, nous recevons en moyenne plus de 180 visiteurs par jour. Et donc voilà, donc je crois que travailler sur l'accueil du citoyen, le recevoir de manière efficace, dans le meilleur cadre possible, sera le beau challenge et mon idéal pour cette nouvelle maison communale. C'est ça. Donc on entend que là, il y a vraiment un enjeu en même temps de rester efficace et en même temps de soigner la qualité finalement de l'accueil pour des sujets qui peuvent être plus sensibles. Je poursuis un peu mon tour d'horizon ici de cet aménagement, puisque nous savons aussi que les services du CPS seront aussi hébergés au sein de la maison communale. Et donc, ma question suivante arrive pour Monsieur Vitou, qui préside le CPS. Est-ce que vous pourriez nous expliquer déjà un peu les raisons pour lesquelles les gens se rendent au CPS et en quoi ce public nécessite en fait une attention particulière? Oui, bonsoir. Eh bien, écoutez, les personnes qui viennent au CPS, ce sont évidemment des hommes, des femmes qui rencontrent des difficultés sociales, qui sont fragilisés. Ça peut être temporaire, comme ça peut être aussi, malheureusement, des situations beaucoup plus longues.
La pandémie nous a d'ailleurs montré que nous avons des nouveaux publics qui arrivent également et on espère que c'est pour des périodes assez courtes puisque si la situation s'améliore, ces personnes ne devront plus faire appel à nos services. Ce qui compte et quelle est la particularité de notre public, c'est que c'est un public qui a des besoins dans lesquels on doit les accompagner de manière individuelle. Ça, c'est vraiment très, très important. Ça doit être évidemment discret et donc assurer une confidentialité à toutes les demandes. Je pense que quand on a des problèmes personnels, humains, eh bien, on n'a pas envie de les mettre sur la place publique. Par contre, on a besoin d'avoir vraiment une aide et surtout d'avoir aussi, et Madame de Fossé en parlait, en termes d'accueil, c'est vraiment très, très important que les personnes soient accueillies de manière ouverte, positive, dans un cadre, je l'ai dit, confidentiel, mais aussi de manière à créer une relation de confiance avec les personnes. Parce qu'on a encore tous l'idée que, ou certains peuvent encore avoir l'idée que c'est dégradant d'aller dans un CPAS, or pourtant ce sont des actions sociales qui sont faites pour aider les gens, soit ponctuellement, soit de manière plus longue, comme je l'ai dit. Et ce qui est fondamental, et c'est à ça que toutes nos équipes travaillent, que ce soit les conseillers du CPAS ou le membre de l'administration du CPAS, assistants sociaux et autres, c'est le respect de la dignité humaine. C'est vraiment l'élément fondamental, c'est la condition de vie, prévoir pour les personnes, leur donner les moyens d'avoir des conditions de vie qui soient conformes à la dignité humaine. Et ce mot dignité humaine est vraiment l'élément le plus important qu'on puisse rencontrer. Alors, j'ai toujours un challenge parce que quand je commence à parler, ça dure toujours très longtemps. J'espère là avoir été le plus concis possible. Je pense que vous avez bien réussi là, c'est très bien. Bravo. Ceux qui me connaissent savent que c'était pas mal. Hein. C'est un vrai exercice de concision là. Vos collègues ont l'air d'approuver. Je passe maintenant. Martin, peut-être. Marine, oui. Mais justement, pardon, je me permets d'interrompre, c'est mon rôle ce soir. Juste avant de passer à la question suivante, j'ai une question assez générale d'Alain qui dit Etterbeek a une toute nouvelle maison communale. Est-ce que ça pourrait être une source d'inspiration pour la rénovation de notre maison communale et du CPS ici? C'est une question très générale, je ne sais pas trop à qui veut y répondre. Je pense que c'est plus le bourgmestre. Oui, peut-être. Oui. Donc, est-ce que Etterbeek pourrait être une inspiration? Et votre micro doit être activé, M. Bourg. Bon, oui, et évidemment que les spécialistes que nous allons désigner suite à des marchés seront des gens d'expérience qui ont déjà réalisé des maisons communales. Et donc, il est évident que nous allons nous inspirer de ce qui se fait ici à côté ou dans d'autres communes du pays, voire même en Europe. D'ailleurs, déjà, pour poser le chantier en lui-même, parce qu'on a déjà évolué on n'est pas au début de l'opération, on a déjà fait ce qu'on appelle un peu un benchmarking de tout ce qui existait en Belgique, par exemple, comme bonnes pratiques. Et donc, oui, bien entendu, ces bonnes pratiques seront intégrées dans notre réflexion. On va pouvoir aller s'inspirer de ce qui se fait ailleurs, hein, évidemment. Merci. Encore d'autres questions, Marine? Ou si d'autres personnes ont des questions, n'hésitez pas. Hein, on est vraiment là pour ça. Il n'y a pas de bêtes questions, il n'y a que des bêtes réponses. Donc, n'hésitez pas à poser toutes les questions qui vous viennent là. Non, il n'y a pas d'autres questions, mais voilà, vraiment, comme dit Martin, n'hésitez pas. Hein. Et si vous avez du mal avec le chat, je pense... Ah ben voilà, Roland, oui, je vous avais dit, vous pouvez parler, vous, parce que le chat, c'est un peu compliqué. Je vous écoute. Eh bien, qu'appelle-t-on rénovation? Pour moi, rénovation, c'est déshabiller complètement le bâtiment et recommencer, quoi. Juste laisser l'armature en béton. Je trouve que ce serait le plus économique pour faire la rénovation. Mais je pense, Roland, que c'est probablement ce que nous allons devoir faire. Hein. On va probablement
de voir, et on va travailler par phase évidemment, parce que, on doit maintenir la présence des services, évidemment. On ne peut pas dire aux habitants, pendant 3 ans, il n'y a plus de maison communale. Donc, c'est là la difficulté de l'exercice. Comme de même, le centre culturel doit continuer à fonctionner. Donc, ça va être le pari des ingénieurs et des architectes de pouvoir faire une rénovation en profondeur tout en maintenant la qualité des services qui sera probablement un peu altérée. Il est sans doute possible que momentanément, on doive louer des bâtiments pour déménager momentanément certaines activités. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais savoir. Parce qu'en somme, partout où on rénove les anciens bureaux, appartements, on vide tout, on est juste l'armature et on remet de nouveaux châssis. Parce qu'ici, dans la maison communale, j'ai vécu un petit peu dedans. La question de plomberie, c'était lamentable parce que tout était encastré, puis on a mis tout en apparent. Moi, j'appelle pas ça une rénovation. Et ça, c'est le problème d'un bâtiment qui est vieux, sur lequel on a dû progressivement s'adapter à des nouvelles normes techniques, des pompiers, etc. Et donc, évidemment, à un moment donné, ça fait un peu patchwork. Et c'est la raison pour laquelle maintenant, nous devons faire une rénovation en profondeur. Ben oui, c'est pour ça qu'il faut, pour moi, il faut abattre quelques murs. C'est ça. C'est ça, et je pense là on parle vraiment de grands travaux. Ça va pas être de petits aménagements, c'est vraiment une grande rénovation de tout le bâtiment, effectivement. Et des gros budgets. Ah ouais, évidemment. Alors. Ben, ça va, je suis content. Très bien. Bon, je continue avec. J'ai encore une question par rapport peut-être à cette intégration, cette prise en compte du CPAS également. On a également avec nous ce soir Stéphanie Polisson, qui est donc la vice-présidente du CPAS. Et peut-être vous poser cette question, mais quels sont selon vous les challenges, vraiment les enjeux, les défis de l'intégration du CPAS à ce niveau-là, et peut-être quels seraient vos rêves les plus fous, les plus magiques? Alors, je pense que l'enjeu principal, en fait, dans le cadre de cette rénovation, c'est que le citoyen qui a besoin d'aide et qui a besoin de pousser la porte, en fait, du CPAS se sente vraiment en confiance quand il arrive. Et donc, au niveau de l'accueil, il faut vraiment trouver un compromis entre confiance. Monsieur Vitou l'a soulevé, il y a quand même un aspect de confidentialité et de discrétion qui doit primer à la relation entre le citoyen et l'administration. Et donc, ce compromis entre discrétion, confiance et convivialité, c'est vraiment un élément important. Et la clé de la réussite, selon moi, c'est vraiment l'équipe d'accueil. Là, je rejoins du coup un petit peu Héloïse Defossé, puisque ça, c'est la même chose, pour que tout se passe bien, que la relation soit saine, que le citoyen ne veuille pas faire demi-tour et se sente bien. C'est vraiment l'accueil qui lui sera réservé. Qui doit être adéquat. Bon, alors en plus, le citoyen qui pousse les portes du CPAS, comme on l'a expliqué, a des besoins très particuliers. Ça n'est pas toujours évident de pousser la porte. Il doit aussi avoir accès à certains outils qu'il n'aura pas forcément chez lui. Donc, idéalement, dans mes rêves les plus fous, j'imagine un accueil avec des zones différentes. Pourquoi pas une zone numérique, une zone de convivialité, une zone de discrétion, avec chaque zone donc, qui serait vraiment répartie et chacun aura accès à ses propres besoins. Donc ça, c'est vraiment pour moi très, très important. Et bon, après, je ne sais pas si l'espace dédié sera suffisant pour ces différents espaces, mais voilà, grosso modo, pour ne pas être trop longue, ce que je peux vous répondre sur ça. Très bien, merci beaucoup pour cette réponse. On commence à avoir un peu une vue un peu d'ensemble, et on sent que chaque personne ici, chaque personne qui répond a déjà un peu son idée peut-être, ou en tout cas déjà un peu des idées. Peut-être maintenant je vais passer la parole à Chloé, donc, qui coordonne les grands projets.
peut-être pour nous partager quelles seront les grandes étapes en fait. On entendait au tout début de l'intervention Didier Gosselin qui disait que ça allait prendre des années à se mettre en place, le projet en tant que tel. Est-ce qu'on pourrait avoir un peu une explication du déroulement, du phasage de cette... Oui, tout à fait. Partager l'écran. On parle vraiment d'un grand projet par rapport à sa durée, son budget, son ampleur. Donc on parle vraiment d'un grand projet. Au niveau de l'intervention et du planning, donc comme l'a dit M. Gosselin, en 2020, enfin même 2019-2020, on a déjà commencé à la réflexion, donc en analysant différents scénarios, en consultant aussi les travailleurs sur des nouvelles manières de travailler et comment les intégrer dans ce projet de rénovation. Et donc maintenant, on est dans le phasage avec vous, où on vous consulte sur cette thématique de l'accueil afin de finaliser notre programme des besoins dans le cadre du marché d'architecture qui est prévu pour l'année prochaine. Donc là, c'est l'implication de la DH dans un premier temps, mais on souhaite aussi faire intervenir l'Assemblée ultérieurement, notamment dans le cadre du concours d'architectes. Donc on va se retrouver avec différents projets de différents bureaux d'architectes qui vont nous proposer différentes solutions, différents scénarios, etc. Donc on essaiera d'impliquer l'Assemblée à ce moment-là. Donc on part plutôt sur 2022, on va dire. Et puis plus tard, quand on aura désigné le bureau d'architectes où l'avant-projet sera réfléchi, donc dans la phase conception, on pourrait faire intervenir à nouveau l'Assemblée des habitants pour donner son avis à ce stade-là avant les dépôts de permis qui sont prévus 2024-2025. Voilà. On est sur un panel de plusieurs années, donc on va dire 3, 4, 5 ans. Donc voilà. J'ai justement une question peut-être pour rebondir. On n'a peut-être pas forcément les réponses, mais c'est Vincent qui demande, va-t-on changer le gabarit du bâtiment, par exemple, augmenter ou diminuer le nombre d'étages? Est-ce qu'il y aura une mixité d'utilisation, par exemple un hôtel ou des bureaux? Donc, je sais pas, Chloé ou Monsieur Gosselin. Écoutez, non, l'idée n'est pas de mettre d'autres fonctions. Déjà, vous le savez, le CPS est dans d'autres bâtiments que la maison communale. Mais avec l'évolution des services, la digitalisation, le télétravail, l'organisation des lieux, une étude préalable a été faite qui montre que l'on peut intégrer dans le bâtiment et les services communaux et le CPS, tout en maintenant le centre culturel d'Odoriel. Il n'est pas possible d'avoir d'autres activités extérieures, style hôtel, etc. Les espaces ne nous les autorisent pas. Et il n'est pas prévu non plus d'accroître les gabarits, même si sur les ailes, il y a des projets d'augmentation éventuellement. Les ailes, c'est là où il y avait l'ancienne police qui nous a quittés, d'avoir peut-être un niveau supplémentaire. Mais à ce stade-ci, on n'en est pas à augmenter le gabarit. Merci. Voilà, merci pour cette question et cette réponse. S'il y a d'autres questions qui émergent encore, je le rappelle, mais n'hésitez pas, on arrive un peu au bout de ce petit tour ici de questions qu'on avait préparées pour faire cette présentation. Je vais avoir une dernière question qui va être ici pour Sophie De Vos, que vous avez tous déjà bien vu, je pense, dans ce panel participatif, qui est donc évidemment l'échevine de la participation. Et de savoir, tiens, maintenant, concrètement, dans vos rêves les plus fous, pas forcément ce que vous voyez que pourrait devenir cette maison communale, mais qu'est-ce que vous, en tant qu'échevine de la participation, voudriez voir émerger de cette consultation, de cette concertation citoyenne? Voilà, mais donc d'abord, je vous souhaite à tous la bonne soirée. Je suis contente de vous voir quand même assez nombreux. On avait Émile Souhait qui est une personne par assemblée de quartier, et je pense qu'on y est arrivé. On a même bien plus qu'une personne par assemblée de quartier, donc ça c'est chouette. Je remercie aussi mes collègues pour leur participation ce soir. Alors, par rapport à votre question, mais effectivement, en tant qu'échevine de la participation citoyenne, moi, ce que je souhaite vraiment, c'est que les citoyens puissent mettre leur grain de sel ou leur grain de folie, je ne sais pas, dans ce beau projet, qu'ils puissent nous apporter leurs idées, leurs propositions, leurs rêves, qu'ils n'hésitent pas vraiment à voir grand, à aller voir, pourquoi pas, ce qui se passe dans d'autres communes, dans d'autres villes, dans d'autres pays,
Monsieur Gauzois en a parlé, on n'est pas du tout fermé. N'hésitez pas à imaginer. On tiendra compte évidemment dans la mesure du possible de toutes ces propositions. Héloïse l'a très bien décrit, la maison communale offre une multitude de services aux citoyens. Finalement, c'est la maison de tous les habitants. Elle vous accompagne quelque part tout au long du cycle de la vie, depuis la naissance, le mariage, les enfants, le permis de conduire, les voyages, les travaux, l'agrandissement de la maison, la nouvelle maison, enfin, et puis aussi parfois malheureusement le décès. Et puis j'en passe, malheureusement, il y a d'autres événements pas toujours agréables non plus, hein. On en a parlé avec monsieur Vitou. Mais donc c'est vraiment la maison de tous les habitants qui vous accompagne tout au long de votre vie. Et moi, mon souhait, c'est que la nouvelle maison communale, elle soit réalisée en collaboration avec les citoyens, grâce à leurs pattes, grâce à leur intervention. Voilà. Merci beaucoup. C'est Dominique. Une question. Oui. Sera-t-il considéré de partager les services avec des communes voisines ou en tout cas d'y centraliser les activités plus globales? Voilà. Est-ce qu'on va partager des services? D'une certaine manière, il y a déjà cela, hein. Par exemple, le service de l'emploi, nous le partageons avec le service d'Actiris. Nous avons un service titre-service à LA. Il y a déjà aujourd'hui des partages. Alors, LA, c'est l'Agence locale pour l'emploi. Hein. Excusez-moi, l'Agence locale pour l'emploi, titre-service. Il y a d'autres types de partages qui viendront sans doute avec la digitalisation. Mais soyons conscients, notre bâtiment a ses limites. Globalement, on dispose d'un petit 8000 mètres carrés. Donc, on ne sait pas faire rentrer dans 8000 mètres carrés plus que de raison et plus que de possible. Mais nous aurions, par exemple, souhaité pouvoir y accueillir une justice de paix. Mais bon, le gouvernement fédéral en a décidé autrement en la déplaçant sur Etterbeek. Donc, on est demandeur. Mais pour ça, il faut évidemment que d'autres partenaires acceptent de jouer le jeu avec nous. Très bien. Merci. Voilà, on arrive un peu au bout de cette présentation, un peu interview qu'on avait prévue pour vous. On a encore un peu de temps. Donc, si vous voulez poser des questions, interagir maintenant par écrit ou par oral, on peut prendre quelques minutes pour encore échanger là-dessus. Oui, n'hésitez pas à activer vos micros et à poser la question oralement comme Roland tout à l'heure. Tout à fait, ouais. Si je peux? Oui. Alors, pour aller dans le sens aussi de ce que vient de dire M. Gauzois et la question qui était posée par rapport aux autres communes, nous travaillons déjà aussi de manière décentralisée, entre autres, par exemple, avec le service d'aide à domicile. Puisque là également, il est déjà dans un autre bâtiment et il y a des accords avec d'autres communes aussi. Il y a les services Actiris que nous accueillons aussi au CPS, les ALE dont on a parlé. Donc tout ça fonctionne déjà dans une certaine mesure. Maintenant, il ne faut pas oublier, quand on va dans une maison communale qui est en réalité ce qu'on appelle notre maison commune à tous, bien dans ce cadre-là, ce qui est important, c'est qu'on aille pour son propre besoin et que son propre besoin soit satisfait. D'où l'importance aussi d'avoir justement cette maison qui soit proche de chez soi. Et ça, c'est très important aussi. Et, l'idée de regrouper des communes ou autres, ça peut être très positif, mais on a cette chance d'avoir, que ce soit les services de proximité comme la maison communale, que ce soit le service du CPS, que ce soit les services de prévention ou autres, tout ça se trouve très proche l'un de l'autre. Alors qu'il y ait d'autres activités qui peuvent être faites au niveau supracommunal ou même régional, pourquoi pas. Mais ce qui est important, c'est qu'on garde quand même toutes ces activités très proches de chez nous, de manière à ce qu'on ait ce contact humain qui soit directement proche et direct avec nos habitants et les fonctionnaires. Désolé d'avoir été de nouveau un peu long. Je peux peut-être juste ajouter Donc, si quelque je résume, chose. c'est vraiment cet enjeu et c'est cet équilibre entre la proximité et la mutualisation qui peut du coup décentraliser un peu le travail aussi. Oui. Oui, et sur la mutualisation, ce que je peux ajouter, c'est qu'il y a par exemple un projet
qui consiste à intégrer aussi la ludothèque à l'intérieur de la nouvelle maison communale. La ludothèque, elle n'est pas ouverte 24/24, donc elle permet tout à fait d'être mutualisée. Donc on pourrait avoir à certains moments un espace qui serait beaucoup plus grand que la ludothèque actuelle, qui serait utilisée pour les enfants, pour les familles qui souhaitent jouer, louer des jeux, etc. Et qui pourrait à d'autres moments, avec les guichets, les armoires ludothèques bien fermées, être utilisée pour d'autres raisons, pour d'autres usages. Voilà, ça c'est une possibilité qui est sur la table. Merci. J'ai encore eu une question de la part de Guillaume. Peut-être que ça nous fera repartir un petit peu à l'introduction de cette réunion. Guillaume explique que c'est difficile de se représenter exactement qu'est-ce qu'on peut apporter comme idée pour l'amélioration, sur quel volet. Et il demande par rapport, par exemple, plus à l'esthétique du bâtiment, à l'agencement des pièces, ou est-ce qu'ils vont recevoir des documents pour pouvoir prendre connaissance des choses. Donc voilà, peut-être repartir un petit peu sur la marge de manœuvre, Chloé, sur ce qu'on attend, ou Monsieur Baudouin. Moi, je peux préciser, ça peut vraiment être des idées sur principalement la thématique de l'accueil. Donc, ça peut très bien être l'aménagement, comment est-ce qu'on envisage un accueil unique, avec un espace jeu pour les enfants. Enfin, voilà, ça peut vraiment être des choses assez concrètes et on peut prendre des idées d'autres communes. Voilà, on fait vraiment recours à votre imagination et puis après, il y aura la phase de manière étude de faisabilité. Est-ce que c'est possible d'un point de vue budget? Est-ce que c'est possible d'un point de vue timing? Enfin, d'un point de vue de tout. Voilà, vraiment faites aller votre imagination. On allons voir dans d'autres maisons communales. A priori, vous n'allez pas recevoir des documents sur lesquels vous allez valider ce qu'on propose ou pas. Justement, on vient chez vous directement pour que vous proposiez et que nous, on dise, voilà, c'est faisable ou non, oui, et pour quelles raisons. Et ça peut aller dans tous les sens, Chloé, c'est-à-dire ça peut être une idée artistique, parce que là, j'ai Emmanuel qui dit que c'est une caractéristique qui manque beaucoup par rapport à d'autres communes comme Scarbeck ou Saint-Gilles. Est-ce que les propositions esthétiques, artistiques peuvent être faites ou c'est vraiment se limiter à l'accueil, au guichet? Non, mais je peux peut-être aussi répondre là. Je crois que Chloé a bien dit qu'à ce stade-ci, il est important d'attendre ce que les habitants souhaitent comme service, comme type de service, comme accueil. Il y aura une deuxième étape lorsqu'on va désigner les architectes, il y aura des avant-projets et il y aura alors une participation dans la conception elle-même, voire même éventuellement dans des choix esthétiques. Même si, je vais être tout à fait honnête avec vous, le bâtiment en tant que tel a une qualité architecturale. On aime ou on n'aime pas, mais elle fait partie, dans les années 60, d'un style d'architecture tectonique, bétonique, qu'on retrouve d'ailleurs dans l'ancien siège de la BBL, par exemple, ou en face de Glaverbell, par exemple, des bâtiments en nid d'abeille, en béton, en nid d'abeille. Et je ne suis pas sûr que le patrimoine acceptera de beaucoup changer l'esthétique extérieure de ce bâtiment. On a là aussi des marges de manœuvre que nous n'allons pas pouvoir maîtriser. Donc, on ne va pas refaire un tout autre bâtiment, hein, soyons clairs. Mais il y aura quand même des évolutions nécessairement de type esthétique qui seront abordées lorsque les architectes entreront en piste et lorsqu'on consultera les habitants à cet égard. Merci. Oui, en fait, peut-être pour faciliter un peu la compréhension du genre de propositions qui pourraient être faites, c'est penser à vous quand vous allez à la commune ou au CPAS, c'est pour quel besoin? De quoi avez-vous besoin? Et à partir de cette identification du besoin, c'est proposer qu'est-ce qui pourrait y répondre et faire que ce serait en fait parfait à vos yeux en tout cas. Je ne sais pas si c'est un petit peu plus clair avec cette notion de besoin. Tout à fait. Donc je pense que c'est vraiment l'idée de pouvoir voir, tiens, mais vous, en tant qu'usager, parce que c'est là où vous avez c'est là où vous êtes les experts quelque part. En tant qu'usager, souvenez-vous, la dernière fois que vous avez été à la maison communale, la dernière fois quand vous devez y aller, qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui fonctionne moins bien, et comment est-ce que vous pourriez imaginer pour que ça fonctionne de manière plus fonctionnelle, plus idéale. Et donc, il y avait déjà des idées un peu qu'on a entendues, d'avoir des espaces plutôt de confiance ou plutôt de confidentialité, puis en même temps de l'efficacité. Enfin, c'est tous ces aspects-là, de dire, mais tiens, qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce que vous verriez qui pourrait être amélioré.
Et ça permet de rebondir justement maintenant avec une question de Neil, du quartier Saint-Julien, qui dit est-ce qu'on pourrait quand même faire attention, prendre soin à l'accessibilité du bâtiment, car beaucoup de gens se perdent. Et bien, typiquement, là, Neil, vous avez identifié le besoin de ne pas se perdre, que ce soit plus clair. Et bien, vous pourrez réfléchir, parce qu'on a encore 2 réunions pour en parler, et rencontrer les gens qui vous accueillent, hein, on aura tout le temps. Eh bien, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place selon vous? Quelles propositions vous pourriez faire pour éviter que les gens se perdent? Comment ça pourrait être plus clair, par exemple? Je fais vraiment ce type de choses-là qu'on va attendre. Si je peux... Oui, allez-y. Je voyais aussi Josiane depuis tout à l'heure qui voulait prendre la parole. Oui, mais ça va. Ah, je parle Josiane. alors. Bonjour. Est-ce que vous prévoyez, je pense aux jeunes qui pour le moment font des décrochages scolaires, bon, et même chez les adultes, il y a beaucoup de gens qui sont en dépression. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour, par exemple, à la CPAS pour accueillir ces jeunes ou voilà, au niveau psychologique en fait? Est-ce qu'il y a quelque chose pour ça? Si je peux me permettre, donc effectivement au niveau du CPS, nous avons beaucoup de demandes qui nous viennent, par exemple pour avoir des ordinateurs, puisque maintenant les cours sont pratiquement tous informatisés, il faut suivre son prof à distance, avec des difficultés, mais un certain nombre de jeunes n'ont pas ces ordinateurs. Et donc, ben voilà, nous aidons avec l'achat d'ordinateurs ou le subventionnement d'un certain nombre d'ordinateurs pour les jeunes. Ça, c'est cette partie-là. Nous avons une autre équipe aussi, puisque vous parliez du CPS. Nous avons aussi une équipe spécifique pour les jeunes, pour les accueillir, pour les aider à la fois dans leur projet de formation, mais également dans le suivi de ces formations. Parce qu'on peut très bien avoir envie, tiens, je ferais bien telle ou telle formation, et puis après, il faut l'automotivation, c'est compliqué. Eh bien, là aussi, on a une équipe qui suit ces jeunes, et moins jeunes aussi d'ailleurs, de manière à ce qu'ils puissent à la fois avoir les possibilités de suivre les cours, comme je l'ai dit, via ordinateur, entre autres, mais aussi avoir un suivi, que ce soit un suivi sur le plan psychologique avec un soutien, si j'ai besoin d'aide, qu'est-ce que je dois faire dans tel cas ou tel cas. Et d'autre part aussi, quelque part être un peu aussi le bâton qui dit attention, tu t'es engagé, fais-le ce que tu as fait. Et ça, c'est aussi une manière d'éviter le décrochage qui peut parfois se présenter. Oui, mais quand c'est fait, y a-t-il quelque chose de prévu? Quand quelqu'un est en détresse et qu'il ne sait plus, et je ne sais pas... Et comme je vous l'ai expliqué, je pense que la personne vient alors à ce moment-là, est en contact avec la cellule jeune, comme nous l'appelons, et la cellule jeune l'accompagne. Alors, non seulement elle fait de l'accompagnement, mais ça c'est du réactif, mais elle fait du proactif aussi, en prenant contact avec eux de manière régulière pour justement les suivre et dire attention, tu as pris un engagement, est-ce que tu l'as bien fait, où est-ce que tu en es? Et donc, il y a cet accompagnement à la fois proactif et réactif par rapport donc aux jeunes, qu'ils soient en décrochage ou non, parce qu'il y a quand même un certain nombre d'étudiants qui sans problème suivent leurs études, même si c'est dur pour tout le monde. Merci. Je voudrais peut-être préciser que par rapport à cette problématique importante, nous avons mis en place durant les vacances des cours de rattrapage scolaire, parce qu'on sait qu'il y a un déficit scolaire terrible avec le Covid. Nous avons aussi des structures d'animateurs et d'éducateurs de rue. On a des lieux qui sont disséminés dans la commune, que ce soit dans le quartier Lambin, que ce soit la Maison des Jeunes. Nous avons un autre projet pour lequel il va y avoir un dépôt de permis qui va être déposé au boulevard du Triomphe pour y aménager des services de prévention, le pavillon, une halte garderie pour les mamans qui ont des difficultés momentanées. Bref, il y a toute une série d'autres lieux qui sont aussi en reconditionnement et qui sont repensés et qui vont être reconstruits.
Voilà, pour la question pour les jeunes, j'ai vu dans le chat une suggestion intéressante, c'est quand même d'inviter peut-être les représentants des habitants à visiter de l'intérieur la maison communale, en ce compris dans les lieux où on n'a pas l'habitude, les habitants n'ont pas l'habitude d'entrer dans les services, l'organisation interne, dans les bureaux, dans la salle du conseil communal, voire dans les services techniques, etc., parce qu'il y a des machineries importantes de gestion de ce bâtiment qui doivent être prises en compte, évidemment, dans la réorganisation du bâtiment. Oui. Est-ce que je peux aussi rajouter un petit quelque chose? Donc, oui, effectivement, j'avais vu... Et puis après, je passerai la parole à Vincent. Ouais. Oui, voilà, j'avais vu effectivement cette proposition de visiter le bâtiment qui va aussi dans le sens de quelque chose de plus concret. Hein. Il y a plusieurs personnes qui disent, enfin, vous avez l'air d'avoir besoin qu'on explique plus concrètement ce qu'on attend de vous. Vous pouvez partir de votre expérience personnelle. Par exemple, vous n'aimez pas attendre, je suppose, personne n'aime attendre. Faire la file, ça n'est pas agréable. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Est-ce que, par exemple, toutes les raisons pour lesquelles vous venez à la maison communale vous semblent nécessaires? Quelles sont les raisons pour lesquelles vous venez à la maison communale? Qu'est-ce qui, pour vous, est important de maintenir avec une relation humaine, avec un contact physique? Qu'est-ce qui, par ailleurs, pourrait être complètement digitalisé et que ça n'aurait aucune espèce d'importance? Alors, il y a déjà, Héloïse l'a dit, un processus de digitalisation, un processus d'informatisation qui est en route. C'est un de nos challenges, c'est un de nos défis, on le sait bien, on est au courant et on s'y lance, mais il y a des choses qui sont peut-être pour vous pas transformables, pas, je vais dire, virtualisables, j'invente un mot, voilà, qui nécessitent absolument un contact humain. Ça peut être aussi une manière d'aborder les choses. Oui, Vincent. Et je voulais justement rembrayer sur ce que Madame De Vos vient de dire, c'est que l'administration ou la maison communale en général doit être un complément aussi à ce qu'on peut faire déjà à la maison. On a vu avec le Covid qu'il y a toute une série de tâches insoupçonnées parfois où les gens se sont rendus compte que finalement on pouvait très bien fonctionner à distance. Et surtout, ce qui est important à ce moment-là, c'est qu'on pourrait démarrer une action à distance, à la maison, et la terminer, par exemple, sur place à la maison communale quand c'est vraiment nécessaire, c'est-à-dire d'avoir la complémentarité entre les deux. Hein, c'est un peu ce qu'on appelle le multichannel. Je commence d'une certaine manière et je la termine dans un autre endroit. Je pense que ça, c'est un élément important. Aussi dans l'accueil, les personnes qui ont fait cette démarche d'initier une première étape ou fournir un certain nombre de documents à distance, ne devrait peut-être pas à ce moment-là faire la file et pourrait être invité à aller rechercher ces documents ou terminer cette opération de manière plus rapide que peut-être une personne qui a peut-être besoin d'être aidée, qui n'a peut-être pas les outils digitaux à la maison et qui a besoin d'une aide. Et de bien séparer les deux, c'est-à-dire de pas mixer les deux populations, parce que les besoins sont tout à fait différents. Ça, c'est un élément important. Et le deuxième élément de ce qu'on attend d'une maison communale, c'est aussi un endroit de rassemblement où on pourrait effectivement avoir des lieux où, quand c'est nécessaire, les gens puissent se rassembler au sein de la maison communale. Ça fait un petit peu comme ça rejoint la question de Justine Kemlo qui demandait s'il serait aussi prévu de penser les aménagements extérieurs autour du bâtiment, puisque déjà en ce moment, on le voit, il y a beaucoup de jeunes qui se rassemblent, d'ailleurs de moins jeunes aussi. Mais donc voilà, est-ce qu'on pourrait créer un espace convivial juste aux abords de la maison communale et du CPS futur? Question pour... L'invitation qui a été faite par M. Gauzoin. Daniel de Saint-Julien. Oui. L'invitation qui a été faite par M. Gauzoin pour visiter la maison communale est valable aussi, bien sûr, au niveau du CPS. Vous êtes tous les bienvenus aussi. Et moi, dans mes rêves les plus fous, je rêve toujours effectivement d'un jour arriver à la maison communale pour chercher un document multichannel ou pas, comme on le souhaite, d'être accueilli avec une tasse de café, m'asseoir dans un petit fauteuil en attendant qu'on m'apporte. Voilà. On parle de rêves les plus fous. Voilà, ce serait quand même génial. Hein? Une terrasse. Arrête-toi là. Très bonne idée.
Voilà, ce qui serait intéressant dans votre visite, vous le verrez, c'est que c'est un bâtiment vraiment qui a été pensé dans les années 60-70. Et pour certains d'entre vous ont sans doute des pratiques des bureaux d'aujourd'hui, hein, où on travaille avec des espaces qui sont beaucoup plus ouverts. Quand on va à la maison communale, on voit qu'il y a énormément de déperdition d'espace avec des grands couloirs où il n'y a pas grand monde parce que tout le monde sont dans des bureaux, chacun a presque avec son bureau personnel. Les bureaux d'aujourd'hui ne sont pas conçus de la même manière. Et donc, vous allez visiter finalement une maison communale qui correspond, c'est vrai, à l'organisation des bureaux des années 60-70. Et vous comprendrez tout de suite que c'est là qu'on va pouvoir gagner beaucoup d'espace en organisant mieux le travail interne, mais en organisant mieux aussi l'accueil de la population. Aujourd'hui, comme l'a dit Héloïse, les gens doivent un peu se débrouiller à travers tous les étages pour aller trouver le service qui va répondre à leurs demandes spécifiques. On a parlé par exemple de l'urbanisme, on peut parler aussi des demandes de pension, hein, c'est à la commune où on peut introduire des dossiers pour constituer, faire sa demande de pension, etc. etc. Et donc voilà, et ça sera édifiant, surtout si vous avez l'expérience de bureaux d'aujourd'hui qui sont tout à fait pensés en termes d'organisation différentes. On pense notamment à l'évolution la plus future, les coworking, etc., où des gens même de l'extérieur viennent travailler, où on n'a plus de poste fixe, etc., etc. Très bien. Je vois l'heure qui file, hein. Il est déjà 20h, on va essayer de clôturer. Mais je vois que Rosalinda a encore une main levée. Peut-être une dernière question, intervention. Ah non, peut-être elle était là depuis tout à l'heure. Votre micro est coupé. Il faut activer votre micro. Ouais. Bonjour, je suis impressionnée d'être parmi vous, hein, et très content. J'ai vu que déjà vous avez fait le tour à toutes les idées, mais j'ai un rêve aussi. Quand j'arrivais ici à la commune de Oderghem, j'ai la chance d'habiter à Jacques-Bassen. Entre oui et pas, parce que il y a una difficulté avec que sont une zone qui appartient à la commune et une zone qui appartient à la région. De ce côté, je ne suis pas très claire sur l'ordre des terrains, surtout le fond du terrain qui donne à Bergorge. Ça va? Ça, c'est une inquiétude à moi. Parce que j'étais c'est une question sur la répartition des terrains, c'est ça? Oui, l'ordre, parce que la dimension. Normalement, il doit avoir un plan qui établit bien la dimension du terrain. Et ça, j'ai mal à le trouver. Avec l'ordre de mon propriétaire, parce que je suis locataire. C'est mon propriétaire, le propriétaire de la maison qui m'a demandé de faire sa démarche. Ça, c'est une inquiétude. J'étais à poser les questions et je n'ai pas reçu vraiment de réponse. Mais c'est une expérience où vous n'avez pas vraiment eu de réponse avec la maison communale, c'est ça? Oui, comme je dis, pour ces problèmes qu'il y a de terrain, le terrain qui appartient à la région. Et le fond de mon jardin appartient à la région. Vous voyez? Le fond de mon jardin appartient à la région. Vous habitez où, madame? Vous habitez où? Jacques-Bassen. Ah oui. Oui, en fait, ça appartient à l'IBGE, c'est ça? À Bruxelles Environnement. Vous longez le parc dit du Bergorge, c'est ça? Oui, exactement. OK. Oui. Et donc là, le fond de jardin, il y a un litige avec la limite des propriétés, c'est ça? On voulait, par exemple, placer une grille qui puisse, comment dire, dimensionner bien le terrain, parce que moi, quand j'arrivais, j'habitais la maison d'à côté, et la maison d'à côté était en conflit d'insalubrité. Bon, Rosalinda, excusez-moi, mais... Je passe à mon rêve.
Si vous voulez qu'on bien de rediriger, du coup. Si vous voulez qu'on rediscute plus en détail de cet aspect particulier qui vous concerne, n'hésitez pas à m'écrire et on pourra en parler avec plaisir. Mais là, il faut quand même pas trop traîner. Bien, et maintenant, je peux passer à mon rêve avant de partir. Ah oui, bien sûr. Ya, por la idea que, mon idée, c'est que la comuna mérita bien una piscina, parce que déjà a perdu la place communale, que maintenant appartient à particulier. Mais là, vous parlez de... Mais mon idée, c'est que la comuna mérita d'avoir una piscina communale. Oui, mais ça ne concerne pas la rénovation de la maison communale, Rosaline. Je ne sais pas si ça concerne ou pas, mais c'est une idée. On parlait des idées les plus folles, voilà. Oui, ça finit sur un brin de... Merci, Rosalinda. Y lo que concerne a la comuna, c'est un monument en cuivre que j'ai vu, que j'espère que lo conserven y lo restauren, parce qu'il est très beau. Très bien, merci madame. Alors, je me permets, parce que je vois pas mal de questions dans le chat. Donc, il y a Ulrich qui demande encore, est-ce qu'on peut envoyer nos idées par email, ce genre de choses. Alors, je vais préciser. Donc là, c'était la première réunion aujourd'hui sur 3 réunions. Donc, la prochaine, c'est mercredi prochain, et puis une autre au mois de mai. Donc non, ne m'envoyez pas vos propositions par email, c'est pas l'occasion maintenant. Pourquoi? Parce qu'on va se revoir donc la semaine prochaine. Et là, on pourra discuter vraiment concrètement, tous ensemble, on va réfléchir à des pistes d'amélioration, à des solutions. Donc, si ça vous est paru aujourd'hui un petit peu vague ou très compliqué avec beaucoup d'informations, pas de panique, ne vous stressez pas, c'est peut-être normal si vous trouvez, d'ailleurs vous l'avez dit dans les commentaires, si vous trouvez que c'est parfois difficile de comprendre exactement ce qu'on attend de vous. On va recadrer tout ça de manière très concrète la semaine prochaine et ce sera l'occasion du coup, la semaine prochaine, de faire des propositions d'idées concrètes. Donc Ulrich, ne me les envoyez pas par email, gardez-les bien au chaud dans votre tête pour la semaine prochaine. Et surtout, avant la semaine prochaine, ce qui va se passer maintenant, comme je l'avais annoncé au début de la session, c'est qu'on va vous laisser un espace maintenant entre vous, entre citoyens, pour discuter jusqu'à 9h, assez libre, vous participez. Et si vous voulez discuter de vos idées, échanger ensemble et voir un peu s'il y a des choses qui ne sont pas encore claires, voilà, vous aider peut-être les uns les autres aussi à clarifier certains points, ça va vraiment être un espace pour ça. C'est ça. Nous, en fait, on va vous laisser libre. Vous n'aurez pas de politique, vous n'aurez pas d'agent administratif. Vous serez juste entre vous. Comme ça, vous vous sentez vraiment à l'aise et vous pouvez discuter vraiment entre vous et puis quitter la réunion quand vous le voulez. C'est libre, comme l'a dit Martin. Vous pouvez quitter aussi dans quelques minutes ou rester avec les gens de votre quartier et de l'Assemblée. Une autre chose que je voulais dire, donc il y a quand même eu des bonnes idées, par exemple l'idée de faire visiter la maison communale, enfin de vous faire visiter la maison communale. Évidemment, avec cette période particulière et les mesures sanitaires, c'est pas impossible, mais il faut qu'on y réfléchisse bien. Donc, on va revenir vers vous avec cette possibilité. Et une deuxième chose, ma chère collègue Chloé me dit que nous avons effectivement bien un document que si vous voulez, je peux vous envoyer pour mieux comprendre ce projet de rénovation. C'est juste en fait la photo, pas vraiment la photo, mais le croquis des architectes de comment est-ce qu'ils envisagent la rénovation de la maison communale. Donc un dessin vaut mieux qu'un grand discours. Ça, je peux vous envoyer parce que sinon les autres documents de nos consultants et de nos partenaires sont vraiment très techniques et compliqués. Je n'insulte l'intelligence de personne, mais je vous jure, moi j'ai mis le nez dedans. Il faut vraiment être un expert comme Chloé, voilà, pour bien tout comprendre. Mais donc on va vraiment essayer de clarifier tout ça pour vous, donc de réfléchir à la visite de la maison communale et je vous enverrai cette semaine la fameuse petite photo pour que vous visualisez qu'est-ce qu'on compte faire en centralisant maison communale, CPS et peut-être bibliothèque, tout ça ensemble. Donc voilà. Parfait. Marine, et du coup la participation ce soir. Et donc comme on l'a dit, on va maintenant spécifiquement remercier les élus, les représentants de la commune qui ont été là et qu'on va laisser maintenant nous quitter pour pouvoir garder un peu un espace maintenant entre citoyens et vous mettre dans des sous-groupes et échanger de manière plus libre sur ce dont on a parlé ce soir ou même sur d'autres choses si vous voulez simplement papoter entre vous.
Voilà, merci à... Au revoir tout le monde alors. Bonsoir tout le monde. Bon travail. Merci en tout cas. À bientôt. Bonsoir. Et merci à tous pour votre participation. Merci.